Très bien. Alors, rebonjour, bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens à remercier professeur Chara et professeur Mamri pour l'invitation qui va me permettre de partager avec vous donc, le travail de la cellule de veille de la fièvre au virus de West Nile de CHU Annaba. Alors, comme ça a été demandé, donc on va présenter l'expérience du CHU d'Annaba durant l'épidémie West Nile 2024 et je dirai à la fin un mot concernant la prise en charge surtout les mesures préventives. Tout d'abord, il faut rappeler donc que le nord-est algérien est une zone à risque pour la fièvre et l'infection West Nile. Cela s'explique par la présence du vecteur, le moustique Culex, et la présence importante d'oiseaux migrateurs qui jouent un rôle donc clé dans le cycle de transmission de ce virus. Aussi, les zones humides locales constituent des sites majeurs d'attraction pour ces oiseaux migrateurs, favorisant l'introduction et la circulation du virus. Dans ce contexte, donc, l'année dernière, en 2024, euh, a été marquée par l'émergence d'une épidémie de West Nile dans notre région. Cette situation donc, a nécessité une mobilisation rapide et coordonnée, heureusement, donc, de toutes les structures, tous les services concernés, structures hospitalières du CHI, pour faire face donc, à l'afflux de patients suspects d'infection à West Nile. Néanmoins, la gestion des cas suspects, notamment les formes graves neuro-invasives, a posé de nombreux défis, tant sur le plan diagnostic, qui ne se faisait pas l'année dernière sur place, donc localement, mais aussi, surtout, prise en charge, étant donné qu'il y a, depuis ce matin, donc il n'y a pas de traitement spécifique. Alors, pour l'épidémie, son début, donc, durant la première quinzaine du mois d'août 2024, le nombre d'admissions, donc de cas de méningite à liquide clair, a connu une augmentation anormale, je dirais, surtout au niveau de services de pédiatrie et d'infectieux. Il s'agissait donc de 4 enfants et de 2 adultes avec une forme grave qui a été. Alors, devant cette situation qui a coïncidé avec la période de surveillance de virus de West Nile, donc l'alerte a été lancée par le service d'épidémiologie suite aux déclarations faites à leur niveau et une réunion donc a été provoquée en urgence ayant regroupé tous les services qui pouvaient être concernés donc par cette pathologie, par l'infection ou par l'hospitalisation donc de patients présentant des symptomatologies en faveur. Donc, il s'agissait de les services de pédiatrie, services de maladies infectieuses, réanimation adulte et pédiatrique, neurologie, urgence médicale, bien sûr, avec le service d'épidémiologie, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie du CHU. Cette réunion donc, a été suivie rapidement par l'installation de la cellule de veille sanitaire donc, de l'infection West Nile. Ça a été donc installé, la cellule a été installée le 25 août et le 1er août, il y a eu une réunion avec les autorités locales pour prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la lutte donc, contre cette épidémie. Pour l'objectif de notre travail, c'est d'écrire l'expérience du CHI d'Annaba dans la prise en charge des patients lors de l'épidémie West Nile, donc de 2024. C'est une étude descriptive, rétrospective, enfin en partie, et prospective à partir pratiquement pour le mois de septembre. Les patients, c'était tous les patients admis au CHU dans tous les services d'Annaba du 1er août au 30 septembre pour méningite à liquide clair avec, en général, pratiquement pour tous les patients, une température qui était supérieure à 38%, 38 degrés Celsius, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe ou bien
la provenance de ces patients. Alors, pour le support d'information, c'était les fiches de déclaration, l'annexe 4. La déclaration des cas, elle se fait par les services au CEMEP. Parfois, c'est une collecte active des fiches et des informations qui est faite par les CEMEP. Par la suite, ces informations, ces fiches étaient transmises au DAPM, BAC DSP, et puis le ministère de la Santé. Pour le diagnostic, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ne se faisait pas sur place localement, et donc les prélèvements faits au niveau des différents services étaient acheminés au niveau de services de microbiologie du CHI d'Annaba, et par la suite, ils étaient acheminés, où il y a eu centrifugation, conservation, etc., et par la suite acheminés au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie. Et notre référence réglementaire était la note numéro 9 du 9 juin 2024 relative à la réactivation du dispositif de surveillance de fièvre de West Nile, ceci concernant les définitions de cas, méthode de recueil, de prélèvement, d'acheminement, etc. Donc, c'était la note numéro 9. Maintenant, pour les résultats, nos résultats, alors, nous avons recensé 50 cas suspects admis au niveau de différentes structures du CHU d'Annaba. Le sexe ratio était à 1,88, donc prédominance masculine. Un point important à signaler, c'est que 40,7% de l'ensemble des cas étaient des enfants dont l'âge était inférieur à 15 ans, et donc ce qui souligne la vulnérabilité de cette tranche d'âge, donc à première vue. Et ensuite, un deuxième point, c'est le taux de létalité qui était important. Donc, nous avons observé un taux donc de 40,7, donc 22 décès. Ce taux s'explique principalement par la fréquence des formes graves. Donc déjà, c'est-à-dire les patients qui se présentaient venaient avec des tableaux graves. Nous allons voir dans la symptomatologie, souvent c'était des patients avec perte de, enfin, c'est-à-dire une altération de l'état de conscience, que ce soit pour les patients qui provenaient d'un abat, mais aussi il y a les patients qui provenaient d'autres wilayas et qui sont transférés dans un état grave, surtout au service de réanimation. Ceci pourrait expliquer ce taux très élevé de létalité qu'on a observé durant cette épidémie. Maintenant, pour la répartition selon le groupe d'âge et sexe, donc on note 3 groupes, sinon 2. Bon, si je considère enfants 0, 14 ans, c'est un groupe, et ensuite le groupe 30-39 ans. Alors, ici, on fait encore une répartition. Le groupe 0-4 ans, donc représente 18,5% avec prédominance masculine. Ensuite, le groupe 5-14 ans, 12 patients, dont 10 garçons, toujours la prédominance masculine. Et en troisième position, le groupe 30-39 ans. Et on revient aussi aux plus jeunes, 15-19 ans, où ce groupe représente 11,1%. La moyenne d'âge confirme le jeune âge donc, de nos patients. Pour les hommes, moyenne d'âge de 24,9, et pour les femmes, c'est 28,5 ans. Maintenant, pour l'évolution de l'épidémie, vous voyez deux courbes en bleu, ça représente le nombre de cas, donc par semaine, du 1er août jusqu'au la fin septembre. Et en rouge, c'est le nombre de décès. Concernant le nombre de cas, on note une fluctuation dans la courbe donc des cas qui est en bleu. Cette fluctuation, donc, durant le mois d'août, et ensuite, c'est-à-dire dès l'arrivée du mois de septembre, il y a une augmentation constante jusqu'à la fin du mois où on a eu
une chute brutale donc de la courbe, la dernière semaine du mois de septembre. Par contre, pour les décès, il y a une augmentation qui était plus marquée durant le mois de septembre. Pour la répartition géographique, quelques remarques. Alors, l'évolution de l'épidémie, tout d'abord, la wilaya d'Annaba a été particulièrement touchée. Peut-être ceci est expliqué parce qu'au début, tous les malades de Annaba et des wilayas limitrophes venaient, donc étaient adressés aux structures du CHU d'Annaba, mais par la suite, c'est-à-dire il y a prise en charge des malades qui ne posaient pas de problèmes et qui ne présentaient pas de tableau grave au niveau des wilayas, donc des structures sanitaires de wilaya, que ce soit Askikda par exemple, Guelma ou bien Talf. Alors, l'épidémie a également intéressé, comme je le dis, les wilayas limitrophes et je note à noter que les premiers cas ont été observés au niveau de la wilaya de Skikda, région Ben Azouz, ensuite Azaba, et puis Taraf, et ensuite Ain al-Barda à Annaba. Alors, le point commun entre toutes ces zones est la richesse en lacs et rivières, donc ce qui représente un milieu favorable à la prolifération donc, des moustiques, qui est le vecteur du virus de West Nile. Ces caractéristiques écologiques s'expliquent, ou bien expliquent en grande partie la diffusion rapide de l'infection dans la région. Et concernant l'évolution dans le temps, l'épidémie donc a débuté la première quinzaine du mois d'août au niveau, comme je l'ai dit, de ces régions qu'on peut qualifier de rurales. Et au mois de septembre, il y a extension et l'infection donc a concerné toutes les régions rurales et urbaines. Donc, elle est arrivée aux zones donc Annaba, El Bouni, etc. En plus des zones initiales. Pour les signes cliniques, ça a été bien expliqué par les différents intervenants. Alors, les signes cliniques sont variés. Ce qu'on a noté, c'est des signes cliniques variés, mais c'est surtout deux catégories de signes cliniques. Signes généraux marqués surtout par une fièvre qui a concerné pratiquement 9 malades sur 10 et des signes neurologiques marqués par les troubles de la conscience, 25 patients, et les convulsions. Donc, en majorité, c'est des troubles neurologiques avec une fièvre élevée. Pour les investigations, donc l'examen complémentaire, sur le plan radiologique, si je considère surtout donc, la TDM cérébrale, puisque les manifestations chez les patients qu'on a eu, c'est principalement neurologique. Alors, on a noté que dans 40%, ce scanner cérébral, la TDM cérébrale, était sans anomalie. Et pour le reste, il y a une diversité de lésions. Et l'atteinte thalamique, par exemple, bilatérale, n'a été observée que chez un seul patient. Concernant la biologie, alors, les examens biologiques ont été réalisés chez 52 personnes sur 54. Le premier prélèvement, donc le premier prélèvement pratiquement a été réalisé pratiquement chez la quasi-totalité des patients. Et par contre, le deuxième prélèvement n'a été fait que chez 12 patients. Maintenant, pour les résultats, alors le LCR, il était positif 3 fois sur 10, sur 23. Donc, infection confirmée 3 fois sur 23 PL, fonction lombaire réalisée et LCR adressée donc, au laboratoire. Pour le ZGM, était positif 10 fois sur 25. Les IgG, 2 sur 33. Pour le deuxième prélèvement, donc le LCR était positif, il restait positif chez un patient sur 2. Les IgM, 6 sur 5 prélèvements.
Et par contre, la recherche d'anticorps dans les urines était négative dans tous les cas et c'était réalisé donc 8 fois. Alors, ces résultats biologiques nous ont permis, selon l'instruction ministérielle, de classer les patients. On a eu 4 cas confirmés, donc 3 LCR et une séroconversion, 13 cas probables et 37 cas suspects. Chez 6 personnes, on a éliminé donc l'infection West Nile, donc parce qu'il y a apparition d'autres, c'est-à-dire des signes en faveur d'autres pathologies qui ont été traitées. Et chez un des patients, la sérologie était, c'est-à-dire il n'avait que des IgG et donc on a considéré que c'était une infection ancienne. La mortalité, un taux de létalité important, 22 décès sur 50 cas suspects. Alors, les caractéristiques des décès, un décès sur 5 était un enfant de moins de 5 ans et un décès sur 3 était un enfant, c'est-à-dire la majorité des décès, c'était des enfants. Délai entre l'apparition des symptômes et la survenue du décès, c'était en moyenne 9 jours, avec des extrêmes de 1 à 32 jours. La prise en charge, comme vous le savez, comme ça a été dit depuis ce matin, il n'y a pas de traitement, malheureusement, il n'y a pas de traitement spécifique, aucun. Plusieurs pistes peut-être de recherche, mais jusque-là, il n'y a pas de traitement donc, spécifique. Et donc, la prise en charge doit consister en un traitement symptomatique, hospitalisation, bien sûr, pour les formes qui nécessitent l'hospitalisation, et la déclaration pour prendre les mesures, surtout les mesures préventives nécessaires. Pour nos patients, alors, traitement administré pour nos patients, c'était surtout de l'aciclovir. Pourquoi l'aciclovir? Parce que, je l'ai dit, chez 25 patients, par exemple, c'était des troubles de la conscience. Et donc, troubles de la conscience fébrile chez des sujets jeunes, même avec une TDM qui était normale, on ne pouvait pas ne pas évoquer la méningoencéphalite herpétique. Et donc, le traitement, c'était pratiquement administré dans ce sens pour traiter donc parce qu'on a évoqué la méningoencéphalite herpétique. Pour la prévention, alors, la prévention, il y a je vais parler de 3 volets ou la 3 principaux points donc, concernant. Premier, c'est la lutte antivectorielle. Et pour la lutte antivectorielle, la première des choses, c'est la protection individuelle. Et pour la protection individuelle, donc, c'est pratiquement superposable à ce qui est fait, à ce qui doit se faire pour la lutte antivectorielle antipaludienne. Donc, ici aussi, c'est utilisation du moustiquaire, des vêtements couvrants, des répulsifs. Donc, l'essentiel, éviter le contact, éviter les piqûres d'insectes, surtout en période d'activité maximale du moustique, crépuscule et nuit. Alors, deuxième élément dans la lutte antivectorielle, c'est la réduction des populations de moustiques. Ça, je pense, c'est l'élément le plus important. Il consiste à l'élimination des eaux stagnantes et qui compte les principaux gîtes larvaires. Tous les moyens pour éliminer les eaux stagnantes. Ensuite, l'entretien des espaces extérieurs. Deuxième point dans la prévention, c'est la surveillance et les mesures sanitaires. Ça consiste surtout à l'installation et suivi de programmes, donc un bon programme de surveillance épidémiologique pour détecter précocement les premiers cas et agir précocement donc en matière de prévention pour éviter la dissémination, si vous voulez, de l'infection. Deuxième point, c'est la sensibilisation des populations à risque, des professionnels de santé. Les populations à risque, c'est pour respecter les moyens de prévention, population de santé,
ici, c'est-à-dire, je sous-entends surtout la formation continue, l'auto-formation concernant, c'est-à-dire, il ne faut jamais passer à côté d'un cas qui pourrait faire évoquer une infection à West Nile. Concernant la vaccination, je pense que Khalidah, tu en as parlé, il n'y a pas de vaccin homologué pour l'homme. La prévention vaccinale a été utilisée chez enfin, l'espèce équine, chez les équins, aux États-Unis à partir de 2002. Et depuis, selon donc, ce qui est publié, il n'y a que, en général, des cas sporadiques. Il n'y a plus les grandes épidémies donc, qui étaient avant. Mais pour l'homme, jusque-là, pour différentes raisons, la stratégie donc, la plus efficace pour l'homme reste la protection. Donc, c'est la lutte antivectorielle, que ce soit les moyens physiques ou bien éliminer les gîtes. En conclusion, je dirais que l'épidémie de virus ou de fièvre à West Nile, l'épidémie de 2024 a mis en évidence l'épidémie de Annaba. Alors, les principaux points qu'on a mis en évidence, premièrement, la vulnérabilité des populations jeunes et la sévérité des formes neurologiques. Deuxièmement, létalité importante, et notamment chez les enfants. Et l'extension géographique, peut-être ça reste à prouver parce que vu le nombre limité, l'extension géographique de zones rurales vers les zones urbaines. L'expérience du CHI d'Annaba souligne l'importance d'une organisation active donc, et d'une coordination efficace pour faire face à cette pathologie émergente. Quelques recommandations nécessaires, qu'on voit nécessaires. Premièrement, la vigilance diagnostique devant tout syndrome neuroméningé, la surveillance renforcée des zones à risque, les mesures de prévention antivectorielle, la formation du personnel médical sur les formes cliniques de l'infection, donc amélioration du système de surveillance épidémiologique et en urgence la nécessité d'une approche multidisciplinaire pour contrôler l'épidémie. Je vous remercie. Boudiaf, donc pour cette très belle présentation de cette expérience du CHU de Annaba durant l'épidémie 2024 qui nous a vraiment voilà, elle nous a impressionnés surtout par le nombre de décès. D'ailleurs, il y a une question des différents donc, des collègues concernant est-ce qu'il y a une explication pour Le nombre de décès? ce taux de mortalité élevé quand même s'il y a des formes neuro-invasives, oui, c'est grave, mais pourquoi ce taux de mortalité quand même qui approche la moitié, donc c'est plus de 40%, n'est-ce pas, Zahra? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une Alors, explication par rapport au terrain, par rapport au retard de la prise en charge? Les gens peut-être ne viennent pas consulter à temps, peut-être, voilà. Est-ce qu'il y a eu des explications? alors concernant le taux de mortalité élevé, alors, terrain ou comorbidité, ça n'a pas été noté. D'accord? Oui. En général, 1 sur 3, c'était des enfants sans antécédents et même pour les adultes, c'était pratiquement des personnes jeunes, en bon état enfin, de santé, jusque-là, qui étaient en bon état de santé. D'accord? Et donc, la mortalité pourrait être, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, donc je vais répéter, il y a 2 raisons. La première, c'est que le tableau clinique d'emblée grave. C'est des personnes directement une fièvre le lendemain, il est dans le coma. Et deuxième Mhm. élément, c'est que alors, il y a des patients qui ont été transférés donc dans un état très grave, dans un état comateux des autres wilayas, surtout au service de RIA. Peut-être c'est ce qui a fait alourdir un petit peu le taux de mortalité donc, Zahra, de cette pardon, infection. est-ce que les causes de décès étaient directement liées au SNAG ou bien à des Oui, complications secondaires, notamment les infections nosocomiales ou bien le... non, du tout. C'est le Ah, coma d'accord. et les Mhm. complications liées au coma. D'accord.
il y a une autre question pour toi. Est-ce que tu as Hanan, constaté Hanan, des s'il te formes? plaît. Hanan, Ah oui. s'il te C'est plaît, une Hanan. question. Oui, oui. Là, Oui, Amine. Oui. j'ajoute une chose, voilà. C'est-à-dire Oui. il faut nuancer une chose, c'est que quand on parle de 40%, jusqu'à 40% de décès, c'est pas 40% par rapport à la pathologie d'une façon générale. Je rappelle que les manifestations ou les situations cliniques observées, ça ne représente moins un dixième, 101 Oui. sur Oui, 150, certainement. c'est-à-dire le 40%, c'est le 40% par rapport aux formes graves. C'est-à-dire, c'est des formes déjà à un stade très avancé et qui ne te donnent même pas le temps de rechercher vraiment la cause C'est pour ça que évidente j'ai du décès. parlé du retard, peut-être, du retard du Oui, délai oui, de consultation, oui, du retard oui, du diagnostic, entre autres. Oui. exactement, surtout au début des premiers cas. C'est-à-dire, c'est le 40% des formes graves. C'est-à-dire, peut-être dans ces formes graves, on aurait trouvé des atteintes rénales, des atteintes cardiaques. C'est-à-dire, tu n'as même pas le temps de rechercher De rechercher. soigneusement. C'est juste Oui. une précision. Il y a un collègue qui pose la question, est-ce qu'il y a eu des formes avec manifestations extraneurologiques dans la population TACOM, c'est-à-dire oculaires, je pense, non, Zahera? Non, Ah, d'accord, aucune forme extraneurologique. non, il n'y a pas de forme extra-neurologique. D'accord. Euh, il y a Alors, une autre. oui, enfin, Amine, oui, oui, les troubles visuels ont été observés chez 4 patients. D'accord, oui. mais est-ce qu'on. Oui, chez ophtalmo, donc chez 4 patients, 7,4%, il y a eu des troubles visuels. Mais en général, alors si vous voulez que je reviens au tableau là, c'est des signes généraux, Oui. nausées, vomissements, fièvre et céphalée. Et puis, syndrome méningé, raideur, altération de l'état de conscience, Donc, convulsion et pas troubles de signe visuels. hépatique, voilà, pas de. D'accord. Troubles visuels et troubles de la déglutition aussi, ça a été noté. Quand même. Donc, il n'y a pas. Oui. OK. Euh, voilà. Amine, est-ce que je suis en train de lire les questions des confrères et consoeurs. Euh, donc, voilà. Il y a le confrère de Adarat qui ont noté donc, de nombreux décès par forme neuroméningée, méningoencéphalite, West Nile, chez les enfants, voilà, au niveau de leur EPH. Et que c'était des enfants admis d'emblée avec un tableau neurologique grave. Je pense que ça se rapproche, enfin, c'est le même cas que ceux de Annaba. Justement, c'est cette gravité qui t'empêche Voilà. d'explorer, D'emblée, disons, d'emblée. à temps Voilà. On et a pris la rechercher boîte de d'autres Mamré, manifestations justement, c'est la extra-neurologiques. gravité C'est-à-dire on est déjà devant un tableau rapide, si vous neurologique voulez. grave et qui Voilà. nécessite surtout des traitements symptomatiques, par exemple devant des convulsions, je ne sais pas quoi, et tu n'as pas le temps d'explorer autre chose. Ouais. Euh, le même collègue de Adrar, il dit, pourquoi on parle de retard de prise en charge, puisque il n'y a pas de traitement spécifique. Oui, Oui. c'est une bonne remarque, mais quand même, c'est-à-dire dans les formes graves, si la prise en charge précoce avec les supports, donc concernant les perfusions, concernant les liquides, les Symptomatique, réhydratations, les quoi. traitements Oui. Dans une symptomatiques, les condition. traitements antipyrétiques, il est très important. Voilà, donc on pourrait quand même sauver des gens avec le traitement symptomatique. À rajouter, alors, bon, c'est souligné que les points essentiels donc, qu'on a observés, c'est le jeune âge des patients, c'est la gravité donc, initiale, je dirais, des tableaux cliniques. C'est ce qui fait peut-être que ce soit pour les patients qui provenaient de Annaba ou des autres wilayas, il n'y a pas de comorbidité, souvent pas de comorbidité évidente, et donc c'est un état grave, c'est un tableau grave d'emblée. Donc ce sont les 2 points, jeune âge et cette gravité qui pourrait expliquer. Donc, c'est la Mm. seule, jusque-là, Oui. qui crée ce taux élevé de létalité. Zahera Hatimimoun, donc il y a un cancer qui dit que le tiers des cas confirmés quand même avaient des troubles de la déglutition. Toi aussi, on a Oui, noté, donc oui. j'ai vu les troubles de déglutition, peut-être également il y a voilà, donc les troubles des inhalations, tout ça, il faut pratiquer peut-être l'inhalation, non?
Je pense que c'est lié surtout à l'état Oui, neurologique. Grave, hein? oui, oui, oui. Il y a des malades qui Je ne sais décèdent pas, Amine, intubations. il y a eu des cas en 2025, quelqu'un a posé cette question. Est-ce qu'il y a eu des cas en Algérie? Je pose la question également au directeur de la prévention, à Semia également. Donc, Je est-ce qu'il y a eu préfère des que cas Dr Hamed y confirmés réponde. d'Ahera? Voilà, Je préfère que oui. Dr Hamed y réponde à cette question. En 2025. 25, oui, oui. Tu supprimes le Si elle est partage, avec nous, enfin, tu peux supprimer, oui. Semia, Dr Hamadi. si elle n'est pas avec nous, je pourrais dire un mot. Oui, Mamri oui. aussi, qui a eu 3 cas suspects et qui a eu pour un enfant une séroconversion. Donc, un premier prélèvement qui était négatif, le deuxième a été fait. Enfin, pendant la journée, le soir, l'enfant est décédé et par la suite, la sérologie était positive. Donc, il y a eu une séroconversion. On a eu 2 prélèvements, premier négatif et deuxième positif. Voilà. Donc, quand même, ça confirme. C'était un tableau de méningite, méningoencéphalite. Oui. D'accord. On n'a pas un tableau, donc, méningoencéphalite. Oui. Qui n'est pas d'Annaba, D'accord. qui a été évacué sur Annaba, mais qui, enfin, d'une wilaya. Oui. D'accord. D'accord. Ouais. Un adulte, un adulte. Non, non, un enfant. Ah, un enfant, d'accord. Oui, quand même. Oui. Et voilà, donc ça incite à renforcer donc, la surveillance, le dépistage, les prélèvements devant toute affection neurologique fébrile durant cette période, quel que soit. Donc, tout le nord-est, tu l'as très bien dit, tout le nord-est algérien est concerné, et même, enfin, je dirais tout le pays est concerné donc, par cette endémie, enfin, qui peut être à l'origine donc, d'épidémies. Donc, il faut donc renforcer la surveillance et surtout, tu as très bien détaillé les moyens de prévention. J'appelle donc tout le monde à sensibiliser donc, les citoyens pour les moyens de prévention individuels, éviter le contact avec les moustiques, éviter les contacts, enfin, surtout les soirs, surtout par cette période de chaleur. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des collègues. Suspicion, je parle de Père Chadral. Oui. Bon, est-ce que les piscines constituent également un risque? Bah, pas autant que les piscines, quand même, ça se nettoie, je pense, hein. Ça se nettoie et il y a un entretien de ces piscines. Donc, ça n'entre pas dans le cadre des situations à risque Le pour, problème, oui, Hanan, le problème des piscines, oui, pour moi, les oui. piscines fermées, non, mais les piscines non fermées, les lacs, c'est pas les piscines en eux-mêmes, mais c'est le problème du trajet des oiseaux migrateurs. Donc, il y a les lacs ou les grands Ah, lacs, c'est les eaux ça, stagnantes. voilà, c'est Voilà, ça, oui. si c'est dans le trajet des oiseaux migrateurs, pourquoi pas? Mais piscines fermées, non. En Oui, tout cas, Piscines dans fermées, non. les... oui. Oui. Même les piscines ouvertes, quand même, il y a un entretien de ces Oui, piscines. Un oui, oui, oui. entretien Oui, Je ne vois oui. impératif, pas, je obligatoire. ne vois pas le risque. Voilà. Il y a Oui, un consoeur, une consoeur ou un confrère de Qatar qui nous informe qu'il y a un cas à Qatar confirmé par prélèvement sanguin et qui a bien évolué. Voilà. Il ne précise pas donc l'âge, je ne sais pas, à 19 ans. Voilà, 19 ans. Il ne précise pas la forme clinique. Il ne précise pas la forme clinique, méningite ou encéphalite ou paralysie. Euh, Est-ce que, professeur Mamri, tu as quelque chose à ajouter? non, j'allais dire tout à l'heure par rapport aux piscines, c'est-à-dire il faut se concentrer que la pathologie s'articule entre 2 éléments essentiels. Il y a un cycle épidémiologique qui a été présenté un des intervenants, c'est qu'il y a l'oiseau migrateur et il y a le moustique. Ça, c'est les 2 éléments importants. C'est pas Voilà. l'eau en lui-même. C'est pas l'eau en lui-même Oui, puisqu'on oui, parle de oui. piscine ouverte ou fermée. Il faut هما s'articuler sur يقولوا l'eau stagnante ويقول لك l'eau تاع la piscine يجي عليها الموستيك c'est pour ça ils ont non, l'eau évoqué donc stagnante. ce Mais risque.
Non, Mais la Hanan. piscine quand même, non? Non, Hanan, la piscine, bon, pas au stagnant ou non, mais il y a moustiques, mais aussi le transport, ce que j'appellerais le Ouais, transport, qui est ouais, les oiseaux migrateurs, qui font, disons, disséminer la maladie un peu partout. Mais ouais, c'est pas, il ouais. faut pas faire une fixation sur une piscine parce qu'il y a de l'eau, il y a tout un contexte qui doit être réuni. Amine, il y a une autre question pour Zahera. Oui. Alors, ils disent que 68% des cas sont classés suspects. Donc, ils veulent avoir donc, le taux de létalité chez les cas probables et confirmés. Donc, parmi les probables, est-ce qu'il y a eu des morts? C'est une bonne question. Alors, bon, pour les cas confirmés, nous avons eu 4 cas, probables 13, suspects 37. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, pour les 37, donc on a éliminé la probabilité d'infection chez 6 personnes et on a considéré que c'est une infection ancienne chez une personne. Mais j'ai pas devant moi, malheureusement, donc, c'est-à-dire la répartition des patients décédés par Selon catégorie. Oui, selon oui, oui, que le cas soit confirmé ou non. Ouais. oui. Ouais. Euh, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi donc, le public qui nous suit depuis 9 heures? Moi, Il y a une personne qui se pose la question devant est-ce que le syndrome pseudo-grippal lui-même peut orienter vers une suspicion d'une infection à West Nile. Je dirais juste un mot là, c'est que ne faut pas aussi tomber dans les excès, c'est-à-dire tout syndrome pseudo-grippal où il n'y a pas un contexte, il n'y a pas je ne sais pas quoi, laisser, disons, ne pas réfléchir en excès. C'est-à-dire, sinon, toute grippe ou toute je ne sais pas quoi, c'est pas tout syndrome pseudo-grippal. Il faut au moins un minimum de, disons, d'éléments épidémio-cliniques pour dire est-ce qu'il y a un contexte similaire dans l'entourage, etc. Pour dire, ça dépend où on est, quelle est la région où on est, pour penser à ce virus West Nile. je Je pense, pense, Amine, Amine, que que la la note, note, elle est elle est très très claire. claire. Sur ce point-là, elle est claire Et sur ce qu'elle est point-là, oui. bon, c'est de C'est bon. bon. Toute affection neurologique fébrile, c'est C'est pas pas Neurologique, justement, syndrome. Voilà. neurologique. Neurologique, neurologique. voilà. Oui. Donc, Donc, pas pas de de prélèvement prélèvement pour un pour un syndrome syndrome pseudo-grippal. pseudo-grippal. Isolé, isolé. Voilà, Voilà, isolé, isolé, non. non. Donc, Donc, il il faut faut qu'il qu'il y ait y ait des des signes signes neurologiques, neurologiques, que ce que ce soit soit la la méningie, méningie, que que ce ce soit soit l'encéphalite, l'encéphalite, méningoencéphalite, l'encéphalite, la la paralysie paralysie plate, plate, quel que quel que soit le soit le signe signe neurologique, neurologique, avec avec une une fièvre, fièvre, bien bien sûr, sûr, voilà, confirmée, plus de plus de 38, 38, plus de plus de 35. 35. C'est très clair. C'est C'est très très clair clair sur sur la la note. note. Voilà. Voilà.